Merci Alain, mesdames et messieurs, la plus cordiale des bienvenues ici à Bramois. C'est avec un grand plaisir et avec honneur que le Vaudois que je suis est accueilli en terre valaisanne pour vous parler non pas de l'exemple vaudois, je crois que le canton de Vaud n'a pas à donner de leçons à ses amis valaisans, mais parler d'un cas, le cas du canton de Vaud, de la gouvernance touristique qu'on a essayé d'instaurer dans les Alpes vaudoises. Et c'est donc avec beaucoup d'humilité que je viens témoigner de cette étude de cas, sachant qu'il y a certainement dans cette étude de cas des choses à prendre qui pourraient être transposables vraisemblablement à l'échelle de votre canton, mais je ne viens pas avec une potion magique, je viens bien présenter des constats par rapport à une analyse qui a été faite et des premiers résultats en matière de simplification de structure. Alors, c'est vrai que parler du tourisme et aborder le tourisme par le biais des structures, c'est moins sexy que de regarder des belles images de nos paysages avec lesquels on promeut nos magnifiques régions respectives. C'est peut-être pour ça que le thème étant un peu plus aride, ça suscite peut-être un tout petit peu moins d'enthousiasme à l'égard des partenaires. Il n'en demeure pas moins que c'est un des maillons essentiels d'avoir une gouvernance coordonnée pour travailler ensemble. Et c'est bien là le but que nous avons instauré le canton de Vaud avec les 9 communes des Alpes vaudoises, c'était travailler ensemble sur une stratégie qui puisse être dûment mise en œuvre parce que partagée. Ces propos étant tenus, je viens avec beaucoup d'humilité parce que le poids de l'économie touristique dans le canton de Vaud, c'est nettement moins que le poids de l'économie touristique dans le canton du Valais. C'est 7,2% de notre produit intérieur brut, c'est à peu près 3,5 milliards de retombées économiques dans le canton de Vaud, direct et indirect. Ce sont des chiffres qui datent un petit peu, ce sont des chiffres de 2003 d'une étude du cabinet Ruther et Partners, mais mutatis mutandis, on peut partir sur cette donnée de base d'à peu près 7 à 8% du PIB est généré par l'activité touristique dans le canton de Vaud, avec par contre dans les Alpes vaudoises une situation qui s'approche un peu de celle du canton du Valais. On n'est pas loin d'être à 30% de poids dans l'économie de la région des Alpes vaudoises liée au tourisme. Toujours quelques chiffres pour que vous compreniez un petit peu le poids de cette économie dans le canton de Vaud. 8,6% des emplois totaux, environ 30 000 équivalents plein temps, sont actifs dans le tourisme et dans les branches y associées. Nous avons 3 destinations phares, Lausanne, Montreux et les Alpes vaudoises, on parle déjà à cette échelle régionale, qui capte 90% du chiffre d'affaires généré par le tourisme dans le canton de Vaud. Donc vraiment 3 poids lourds, le reste est très, très anecdotique. Et puis, en termes de part de marché, nous sommes un canton principalement d'excursionnistes. 55% des parts de marché, c'est une venue pour un jour dans le canton de Vaud, ce qui ne nous satisfait pas totalement, puisque l'on sait que lorsque le touriste passe une nuitée dans une région touristique, le chiffre d'affaires est très largement amplifié par le fait que la personne reste une nuit, donc va consommer à tout le moins dans des restaurants et va vraisemblablement s'acheter également quelques souvenirs. Et puis nous avons du tourisme de loisirs, donc 25%, c'est le tourisme grosso modo dans les Alpes vaudoises, pour faire simple, puisque la grande part du tourisme d'affaires est concentrée dans la ville de Lausanne, avec la grande présence des hautes écoles, notamment de l'EPFL, et puis la ville de Montreux se spécialise aussi de plus en plus dans les congrès internationaux. Vous savez notamment que la ville de Montreux a accueilli le sommet de la francophonie il n'y a pas si longtemps que cela. Donc il y a un positionnement tourisme d'affaires ou tourisme, on va dire institutionnel, aussi très fort dans le canton. Et puis, je parlais de la nécessité d'avoir une gouvernance propre au tourisme. Il s'agit aussi d'avoir une véritable politique publique en matière de tourisme. Et dans le canton de Vaud, il est très difficile d'avoir une seule politique parce que nous avons véritablement, par cette diversité des situations régionales, de la difficulté à faire concilier les intérêts, par exemple, d'une promotion telle qu'une ville de Lausanne, avec également le CIO qui génère beaucoup de chiffres d'affaires en tourisme d'affaires, et puis des régions plus axées sur le tourisme de loisirs, notamment les Alpes vaudoises. Et hormis cette définition d'une politique publique propre aux Alpes vaudoises, on va y venir, eh bien l'État intervient dans ce secteur
en fournissant toute une série de subventions, des subventions soit au fonctionnement et à la promotion, et puis des subventions également à l'investissement. Nous avons longtemps investi dans les remontées mécaniques dans les Alpes vaudoises. Maintenant, vous expliquer, puisqu'on va parler gouvernance, on est un peu forcé de passer par l'inventaire des structures. Alors sur le papier, cette slide vous montre que tout a l'air à peu près simple. D'une certaine façon, nous avons au niveau des partenaires institutionnels en charge de cette politique de promotion touristique, nous avons un acteur étatique, le service de la promotion économique et du commerce, que j'ai le plaisir de diriger depuis à peu près 8 ans maintenant. Nous avons délégué, comme de nombreux cantons, la promotion de notre tourisme à un office du tourisme, l'Office du tourisme du canton de Vaud, qui reçoit une subvention annuelle de l'ordre de 5,7 millions de francs par année, exclusivement pour faire de la promotion. Et puis nous avons aussi, toujours dans cette gouvernance promotionnelle, comme vous l'avez également en Valais, des offices du tourisme, soit régionaux ou locaux. Et là, on vient de plus en plus dans une certaine granularité, de plus en plus fine, qui peut, sous certains égards, on le verra, poser problème. Et c'est le but de travailler justement ensemble qui nous permettrait de gagner en synergie. Et puis nous avons des partenaires, toujours institutionnels, Suisse Tourisme du côté de la Confédération. Toujours en matière de promotion, nous faisons de la promotion à l'échelle intercantonale avec nos amis valaisans, dans une association dont le nom n'est pas tout à fait vendeur, c'est la Lake Geneva and Materon Region, n'est-ce pas? Donc, déjà, je ne sais pas, voilà, mais c'est une structure qui regroupe Genève, Vaud et Valais, et qui fait de la promotion commune sur les marchés les plus lointains. Et puis il y a une nouvelle structure également de promotion intercantonale qui est en train de se mettre sur pied, c'est Jura Trois-Lacs. Alors là, on est carrément sur une bête à 6 cornes. Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Jura, Berne et Soleure essaient de travailler ensemble à la promotion des atouts de cette région. Encore sur le papier, en termes de liste, ça paraît relativement simple. Et puis, si je vous projette ici une slide faite par l'Office du tourisme du canton de Vaud à l'époque, pour essayer d'expliquer comment tout ceci fonctionne, je n'ai rien inventé. C'est un organigramme présenté par les responsables de la promotion touristique, où on voit tout ce beau monde. Et ce qui m'avait interpellé à l'époque, comme jeune chef de service, c'était mais tout est dans tout, en fait. Ça devient une sorte d'araignée, il y a des liaisons partout. Ça a l'air effectivement assez compliqué. Vous voyez, cet organigramme me laissait un peu pantois, parce qu'on avait l'impression que tout le monde était en interaction avec tout le monde, et la dilution de qui fait quoi me semblait assez évidente. Et puis si on passe maintenant en revue l'ensemble des labels et des marques promotionnelles actives à l'échelle du canton de Vaud. Alors, vous ne les voyez pas toutes, mais c'est cette espèce de patchwork où chacun a son label, chacun a son logo, chacun a son slogan, et vraisemblablement, chacun a bien évidemment son site internet, son directeur, son comptable, son web publisher, etc., etc. Voilà donc, d'une situation qui paraît relativement simple, la cartographie des différents partenaires, que ce soit à l'échelle suisse, Suisse Tourisme, à l'échelle intercantonale, Materon Region, Jura Trois-Lacs, Lake Geneva Region, le logo ancien de l'Office du canton de Vaud, Région du Léman, et puis toutes les petites structures actives dans les Alpes vaudoises et dans le canton de Vaud. Voilà pour le diagnostic froid. Maintenant, il s'agit de se poser la question de pourquoi, dans le domaine du tourisme, on est confronté à un tissu si atomisé, si fragmenté. Alors, j'ai envie de partager avec vous quelques réflexions, quelques pistes d'explication de cette atomisation très très forte. Tout d'abord, évidemment, la structure fédéraliste de la Suisse y est pour quelque chose. Nous sommes dans un État éminemment décentralisé, 2300 communes au 1er janvier 2015 en Suisse pour un tout petit territoire, 26 cantons, un État central, ça fait quand même beaucoup de structures. Et je pense que le principe du fédéralisme et de la subsidiarité a, sous de nombreux égards, de grands avantages. C'est notamment de permettre une proximité des lieux de décision avec les espaces de vie, avec la réalité du terrain. C'est souvent ce qui est mis en exergue. Le fédéralisme, c'est bien parce que les décideurs sont proches des réalités concrètes. C'est vrai.
il n'en demeure pas moins que ça a aussi pour corollaire que chaque commune a parfois tendance à développer sa propre politique touristique. Et tout à l'heure, j'étais interviewé par Canal 9 et on me disait, mais est-ce que la taille de la commune, c'est vraiment un problème? Ben, si vous êtes le chef de la promotion touristique de la commune de New York, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas l'institution qui est un problème, c'est la taille critique. Et donc, ce principe de subsidiarité, de par le fait que nous avons 2324 communes, je crois, au 1er janvier en Suisse, est une des explications de cette atomisation, assurément. Il y a également une logique de la construction du droit suisse qui me semble pouvoir expliquer cette forte atomisation. Notre code civil est extrêmement avantageux pour créer des associations. En gros, vous avez un secrétaire, un président, un caissier, et vous créez une association. Et souvent, on crée une structure avant même d'avoir un projet. Ah ben, on va se constituer, on a une petite idée, ben, on se constitue en association, on crée notre logo, on crée notre site internet, on n'a encore rien à dire, mais on existe. Et je pense que cette facilité de créer des structures associatives peut aussi être un facteur d'explication de cette atomisation très institutionnelle. Troisième point, l'atomisation résulte souvent de points de vue divergents entre les acteurs de la promotion et les acteurs de l'offre. Essayez de mettre d'accord un hôtelier en lui disant, ben, pour avoir peut-être une action promotionnelle, il faudra faire 3 nuits pour le prix de 2. En temps de Francfort, on entend souvent qu'il s'agit d'appâter le client aussi avec le prix, bien évidemment. Eh bien, très rapidement, celui qui va faire la promotion d'un package va se heurter à une association, par exemple l'association des hôteliers, qui dit « mais ce n'est pas tout le temps à l'hôtelier de faire l'effort sur le prix. Et nous préférons apporter un petit plus en termes de service plutôt que de baisser nos prix. » Autre exemple très intéressant, beaucoup de destinations travaillent sur la clientèle chinoise. Il y a une nouvelle ligne directe Pékin-Genève dont on escompte beaucoup en termes de venue de touristes chinois dans la région. Le touriste chinois vient avec des exigences à la chinoise et avec une pression très forte sur les prix, puisque la plupart de cette demande chinoise passe par des tours opérateurs extrêmement agressifs au niveau des prix. Et bien souvent, on entend, mais essayons de valoriser notre promotion sur le marché asiatique, puisque là, le Francfort, ce n'est pas une thématique, ils ne paient pas en euros, ces gens. Et bien de nouveau, on se retrouve confronté à des structures, soit de promotion, soit de l'offre, qui ont tendance à ne pas tirer à la même corde. Un des points tout à fait cruciaux qui me semble devoir être abordé pour expliquer cet ancrage si communal de la question touristique, c'est que le tourisme est une branche économique qui ne peut pas s'exporter pour la bonne et simple raison que, comme pour l'agriculture, l'outil de production, c'est la terre, c'est le paysage. Et il y a donc, dans l'esprit des gens qui occupent la terre, un attachement quasi viscéral. C'est ma terre, donc c'est moi qui vais en assurer la promotion parce que j'y vis, parce que j'aime y vivre. Et donc, l'économie touristique a un ancrage territorial extrêmement fort. Et donc, d'une certaine façon, pour une belle région comme la Suisse, pour de belles régions que vous avez dans votre territoire cantonal, cet attachement à ce territoire fait que de nombreux élus locaux souhaitent mettre en vitrine leur commune à travers les atouts touristiques. Et c'est véritablement une façon de se vendre que faire du tourisme. Oui, j'ai quelque part, j'ai une image porteuse, j'ai une image que je souhaite, en tant que responsable communal, promouvoir, parce que quand je promeus ma région, d'une certaine façon aussi, je promeus ma fonction. Et c'est ce que je dis, c'est également une vitrine, le tourisme des notabilités locales. C'est une façon pour les responsables de s'approprier, bien évidemment, leur destin, mais aussi de se faire un peu mousser avec ces atouts, en pensant peut-être de façon trop localisée. Et donc, puisque souvent ces élus locaux financent également les structures de promotion, notamment les offices locaux du tourisme dans le canton de Vaud, ne sont pas subventionnés par l'État central. Je ne sais pas si c'est, je pense que ce n'est pas non plus le cas en Valais. Et là, la logique du qui paye commande peut aussi induire
le fait qu'on s'empêche de réfléchir à travailler ensemble. Du moment que je paye ma subvention à mon office du tourisme, eh bien, je veux avoir la maîtrise sur ce que je paye. Et donc, généralement, on dit toujours c'est bien la logique du qui paye commande et du qui commande paye. C'est vrai que ça paraît assez logique comme réflexion de base, mais néanmoins, dans cette on va dire, convergence entre vitrine de certaines notabilités locales et puisque je paye, je commande, ça peine souvent à induire des logiques de réflexion un tout petit peu plus générales, un tout petit peu plus régionales. Et puis, ce qui est toujours difficile également, quand on parle de tourisme, c'est que du moment que nous consommons toutes et tous du tourisme, on se pense tous un professionnel du tourisme. Et là aussi, tout le monde s'arroge le droit de dire bah, dans ma commune, je suis le spécialiste du tourisme, et donc ça empêche d'une certaine façon aussi de penser davantage professionnalisation de la branche, et parce que si on pense professionnalisation de la branche, on pense aussi recherche d'économie d'échelle et de synergie. Voilà, ça me paraît être quelques facteurs explicatifs. Je ne dis pas que je détiens la vérité, mais je voulais partager avec vous certains facteurs qui me semblent pouvoir expliquer une atomisation particulièrement forte des structures de gestion de la politique touristique. Parallèlement, et de façon croisée, eh bien, le marché du tourisme, lui, se globalise. Donc on a un monde de gestion du tourisme extrêmement fragmenté, et lui, quant au marché, celui-ci, il a tendance à s'étendre, à s'internationaliser. C'est le lot de la mondialisation qui touche aussi l'économie touristique. La mondialisation, c'est une compression, d'une certaine façon, du temps et de l'espace. Tout est accessible partout, en tout temps. Et la mondialisation a indubitablement introduit des changements dans la consommation, dans le mode de consommation du tourisme par les clients. D'une certaine façon, on peut voyager ailleurs. Prague est devenue une destination extrêmement visée, prisée. Avant la chute du mur, d'aller à Prague, c'était plutôt un parcours du combattant. Donc ça a permis une nouvelle offre, et puis les moyens de communication beaucoup plus rapides, l'arrivée de compagnies aériennes low cost, et l'arrivée d'Internet fait que les gens choisissent de voyager plus souvent, de manière plus courte, plus rapide, et il y a une certaine façon plus de zapping. Ce sont des éléments qu'il s'agit de prendre en considération quand on réfléchit à sa structure de pilotage de la politique du tourisme et comment répondre à cette nouvelle mode de consommation du tourisme. Donc cette offre immédiate et transparente de ce qu'est la concurrence dans le secteur touristique, et Dieu sait si cette concurrence est encore plus forte avec le franc fort désormais, fait que si on veut être performant, il faut pouvoir se démarquer, avoir des positionnements les plus forts possibles. Pour se démarquer, il faut qu'on soit remarqué. Ça nécessite qu'on fixe une stratégie. Oui, je veux me positionner dans ce secteur parce qu'une stratégie attrape-tout, ça ne marche pas. Donc il faut que je puisse identifier mes atouts, mes forces, mes faiblesses et que je développe un plan d'action. Une stratégie, un plan d'action. Et puis, hormis cette stratégie, il faut après avoir des moyens de mise en œuvre d'une telle stratégie. Et là, on vient sur notamment la question du nerf de la guerre, et les sous. Ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent que de faire de la promotion tout seul ou d'essayer de constituer une offre compétitive tout seul. Monsieur Turati parlait des investissements improbables. Ben, c'est un peu ça. Tout n'est pas dans tout. Je ne peux pas offrir toute la palette des prestations tout seul. C'est la raison pour laquelle nous avons là également joué au niveau du canton de Vaud un rôle d'aiguillon pour dire attendez, vous ne pourrez pas avoir tout seul. D'abord, parce que vous n'avez pas les atouts, forcément. Nous n'avons qu'un golf dans les Alpes vaudoises. Il est à Villars, on le veuille ou non. Et on ne va pas constituer un deuxième golf à l'Aisin, par exemple. Ça paraît peu crédible. Et après, il s'agissait non seulement de mettre à disposition de l'argent donc, pour des produits touristiques, de l'offre, mais aussi éviter très clairement que l'on fasse des actions de promotion tout seul dans son coin. Par rapport à cette nécessité de travailler autrement, je parle également de la nécessité de professionnaliser la branche, ça revient un petit peu avec le constat que tout le monde se croit un professionnel du tourisme, et puis plus que jamais dans ce monde compétitif et avec de surcroît les éléments conjoncturels du front fort, eh bien il faut
trouver d'une certaine façon des économies d'échelle et des synergies en termes d'organisation pour tenter d'être plus efficace. Posé comme cela, ça peut un peu paraître le prêcheur qui dit, ben voilà, c'est par les synergies et les économies d'échelle que tout fonctionne. Non, je pense qu'il faut aussi être plus concret par rapport aux bénéfices que l'on attend d'une refondation des structures. Faire de la structurite aiguë, ce n'est pas intéressant si on ne sait pas poser des objectifs ou à tout le moins qu'on a fixé ce que l'on escompte de ces rationalisations. Alors, la première des choses, je le disais tout à l'heure, c'est d'avoir une stratégie régionale qui fédère les acteurs. Et ça a l'air tout simple de dire ceci quand vous parlez, dans le cas des Alpes vaudoises, d'une situation avec 9 communes différentes, et que vous dites maintenant on va faire une stratégie ensemble, on a aussi dû postuler dès le départ que la stratégie de la région des Alpes vaudoises, ça ne serait pas l'addition des stratégies des différentes destinations touristiques. Non, ce n'est pas l'inventaire à l'après-vert, on ne va pas faire une addition de vos desiderata, il va falloir choisir, et choisir c'est aussi renoncer. Et c'est donc vous mettre autour d'une table pour que vous fixiez ensemble cette stratégie régionale forte, je l'expliquerai tout à l'heure, rassurez-vous. Dans les Alpes vaudoises, nous n'avons pas, comme dans le canton du Valais, des stations qui peuvent se permettre de faire tout toutes seules. Je ne suis pas un spécialiste de l'économie touristique valaisanne, mais il me semble très clairement que Zermatt et Verbier ils peuvent jouer à peu près tout seuls dans la cour des grands. Dans les Alpes vaudoises, nous n'avions pas, et nous n'avons toujours pas, de big player qui peut offrir toute la palette de ce qui est attendu du touriste moderne, on va dire, sans travailler les complémentarités avec les autres stations des Alpes vaudoises. Et nous avons donc introduit plusieurs réflexions sur la complémentarité de ces différentes stations, sachant que tout le monde voulait avoir un positionnement famille, tout le monde voulait avoir un positionnement ski, tout le monde voulait avoir un position plutôt jeune, tout le monde... Voilà. Eh bien non, on a diagnostiqué avec les communes certains axes forts. Alors, pour faire simple, les uns, c'est la fun. C'est les jeunes, il y a le hive pipe, c'est un positionnement sport, jeunesse, fun. Villars, c'est un peu Villars la coquette, on va dire cela comme ça. Les Mosses, c'est le ski nordique et famille. Le Pays d'en haut, c'est diversification touristique. Je rappelle que le Pays d'en haut est une station de basse altitude. Le Pays d'en haut, c'est 850 mètres d'altitude, Châteaudet. Donc, vous voyez, voilà. Donc, c'est travailler à fond sur la diversification touristique et c'est la patrimoniale, j'ai envie de dire. Il y a Balthus, il y a les découpages, il y a les produits du terroir, etc. Donc, travailler vraiment sur ces complémentarités en faisant comprendre à chacune de ces destinations qu'elles ne pouvaient pas se parer des plumes du pont de toute l'offre touristique. Non, c'est se positionner et se différencier. Ça a été un long travail de faire adhérer ces acteurs à ces différents positionnements et on n'est pas à l'abri d'un retour à d'autres considérations où tout le monde voudra de nouveau être sur le ski, sur le fun, sur la coquette, j'en passe et des meilleurs. Ce aussi à quoi on a été confronté, c'est de voir que dans une certaine façon, certaines destinations touristiques vaudoises faisaient cavalier seul sur des marchés relativement lointains en termes de promotion de leur marché. Vous savez, quand on voit une station des Alpes vaudoises partir toute seule à Moscou faire de la promotion, on se dit c'est peut-être un peu bête de ne pas avoir monté une promotion plus commune puisque toutes les stations vaudoises, c'est ensemble que les stations vaudoises ont l'offre complète. Si une station va toute seule, eh bien, elle ne va pas présenter l'ensemble de la palette de la région. Donc, on trouvait peut-être un petit peu dispendieux de partir tout seul, par exemple, à Moscou. Et puis, autre point, et ça c'est la recherche des synergies, je l'ai évoqué tout à l'heure, la mise en commun des ressources, que ça soit RH ou financière, est fondamentale. Une fois de plus, ça ne sert à rien d'avoir un web publisher par destination si on se fédère, ou avoir un centre de documentation, ou réfléchir à avoir une gestion commune des finances de ces structures. Donc c'est d'éviter d'avoir au niveau du back-office
des multiplications de gens qui coûtent relativement cher, puisque le but du tourisme, ce n'est pas tellement de mettre de l'argent dans des structures, mais c'est bien de mettre de l'argent sur les produits et sur la promotion. C'est là qu'il faut mettre l'argent, et non pas dans des structures avec potentiellement des doublons. Et puis ça, c'est un point un peu plus politique. Je ne peux pas m'exprimer politiquement puisque je ne suis qu'un haut fonctionnaire, mais c'est un point quand même que je voulais aborder avec vous. Quand on fait de la régionalisation touristique un objectif, on permet aussi à cette région d'être plus fort en termes de lobbying à l'échelle des autorités cantonales, que ce soit le Conseil d'État ou le Grand Conseil. Quand vous allez requérir, après la prise en considération d'une économie régionale, en disant « mais on a besoin maintenant que vous considériez la région en termes de développement de conditions cadres qui nous permettra de continuer à pouvoir avoir de l'emploi et de l'habitation chez nous », eh bien, vous êtes plus fort si vous y allez à 9 que si vous y allez tout seul. Donc là aussi, c'est une considération qui n'est pas anodine, c'est le volet du lobbying de ces régions constituées à l'égard des autorités pour tenter d'avoir plus de poids dans la décision. Tout ce que je vous ai dit là, en parlant de rationalisation des structures, et ça, je l'ai mis en rouge, hein, ça ne veut pas dire que nous voulons supprimer les points I, pour faire simple, donc les offices du tourisme, où le touriste va chercher de l'info pour notamment composer son programme de vacances. Bien évidemment pas. Ce guichet clientèle n'est pas visé par ces structures de rationalisation. C'est bien dans les coûts de back-office qu'on souhaite plutôt mettre de l'argent dans les projets ou dans l'accueil que dans les structures de gestion. Donc ça n'est pas la fin du guichet clientèle et ça n'est en tout cas pas la fin des destinations. On veut que les destinations continuent d'exister en tant que telles. On veut que les produits phares puissent se vendre en tant que tels, mais on souhaite éviter que ces produits phares qui ne répondent pas à l'ensemble du potentiel de demande touristique se présentent de façon fragmentée. On préfère que ça se présente dans une logique concertée où l'ensemble de l'offre répond à ce moment-là à de potentielles requêtes touristiques. Ça n'a pas été simple de rassembler les 9 communes des Alpes vaudoises au sein de cette communauté d'intérêt touristique des Alpes vaudoises. J'ai refait l'historique en préparant ce petit laïus devant vous. J'ai retrouvé un courrier de notre ancienne conseillère d'État en charge de l'économie et du tourisme, Madame Jacqueline Maurer, de 2003. Et en 2003 déjà, on disait mais on est trop atomisé, on n'est pas vraiment suffisamment fort tout seul. Et Madame Maurer écrivait une lettre au ton assez courroucé en disant « Maintenant, on veut que vous travailliez sur la refonte de vos structures ». C'était en 2003. Rien ne s'est passé pendant les 10 années qui suivaient, pour faire simple. À peu près rien. Ni les injonctions gouvernementales, ni les injonctions parlementaires. Vous avez plusieurs interventions parlementaires. Ils disaient « Mais avec le réchauffement climatique, on doit repenser l'avenir des Alpes vaudoises parce qu'on est des stations de moyenne ou basse altitude. Donc, pour pouvoir repenser, il faut penser à l'échelle de la région, et notamment un postulat du devenu conseiller national Olivier Feller. Il disait « Mais qu'est-ce que vous attendez pour repenser votre gouvernance ?» Eh bien, ça n'a pas suffi, ces injonctions politiques. Non, il a fallu qu'on travaille à la fois avec la carotte et le bâton. La carotte, si vous octroyez des subventions, vous mettez les partenaires dans une prédisposition relativement positive par rapport à ce que vous allez demander. Et là, on trouve une certaine logique du qui paye commande. Eh bien oui, là, on retrouve cette logique, mais on essaie de la positiver. Et puis, il y a, à travers aussi ces subventions, ça peut devenir un bâton. Ben, on vous diminue vos subventions ou on vous les coupe. Et ça, c'était une décision prise en 2011, moratoire du Conseil d'État décidé sur tout cofinancement cantonal, sur les remontées mécaniques et l'enneigement artificiel. Ça fait l'effet d'une bombe, objectivement d'une bombe. Il faut savoir que dans le canton de Vaud, les sociétés de remontées mécaniques sont parmi celles qui sont le plus subventionnées à l'échelle en comparaison suisse, où nous avons des taux de financement qui allaient jusqu'à, on demandait 20% de fonds propres, pour faire simple, 40% étaient financés par une aide à fonds perdus, donc du cash non remboursable, c'était un don, 40% de dons financiers de l'État, et 40 autres pourcents pour faire les 100%, c'était des prêts sans intérêt. Donc 80% du financement, avec 2
types de financement différents, soit de l'aide à fonds perdus, soit des prêts, mais 80% venaient de la manne cantonale, ce qui est donc tout à fait substantiel. Et donc, le fait de ce moratoire, ça a véritablement fait l'effet d'une bombe, ou à tout le moins d'un accélérateur de particules. Et les gens commençaient à se dire, puisqu'une des exigences pour lever le moratoire, c'est d'avoir une stratégie commune à l'échelle des Alpes vaudoises, on va définitivement se mettre autour de la table. Et puis, comme moi je fais de la promotion économique et que j'essaie de faire venir des gens et d'avoir plutôt des partenaires que des ennemis, on m'a aussi demandé, bien évidemment, de participer aux réflexions. Et donc, de constituer des groupes de travail, on a dialogué, on a essayé de persuader, après cette contrainte du moratoire, on a essayé de persuader sur le bien fondé de ce que je vous explique d'une certaine façon dans les slides précédentes. Et puis j'avais sorti cette phrase qui n'est pas de moi, j'en serais bien incapable, mais c'est de Henry Ford, qui disait « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, et travailler ensemble est la réussite ». Eh bien, c'était la difficulté de travailler ensemble. Se réunir, c'est bien autour d'une table, mais on commence à travailler quand on a fixé des objectifs communs, qu'on partage les diagnostics et qu'on se donne quelques objectifs à atteindre dans un calendrier relativement rapide. Et puis, il fallait aussi trouver des projets fédérateurs pour justement persuader les gens de travailler. J'expliquerai ce qu'ont été ces projets fédérateurs tout de suite. Donc les démarches introduites par le canton de Vaud, en matière de financement, j'ai anticipé dans ma slide précédente, de ce moratoire depuis 2011. Là, très clairement, on a joué le bâton. Pour conduire maintenant les acteurs des Alpes vaudoises à continuer la démarche, on réfléchit à un nouveau mode de financement des remontées mécaniques et de l'enneigement artificiel, tout comme on réfléchit actuellement à un nouveau mode, notamment de financement de l'hôtellerie, puisque des suites de l'Alex Weber, le marché a un tout petit peu changé également. Donc nous aussi, nous prenons en considération d'autres types d'aides par rapport à une réalité nouvelle. Et je dirais le plan d'investissement pour ces nouveaux soutiens financiers sur la table du Conseil d'État. Donc je ne peux pas vous en parler plus, ne me torturez pas, même sous la contrainte, je ne dirai rien. Mais néanmoins, il y a des perspectives à nouveau réjouissantes qui permettront de lever ce moratoire qui est quand même maintenant en cours depuis près de 5 ans. En matière de pilotage stratégique, nous avons initié 2 démarches. Tout d'abord, un diagnostic des principaux enjeux du tourisme 2010 à l'échelle de l'ensemble du canton. Et là, on se rendait compte, en substance, qu'il fallait justement travailler sur la gouvernance. C'était un des volets de ces enjeux du tourisme. Et puis, voilà, la démarche qui a été ce projet fédérateur, ce premier projet fédérateur à l'échelle de la CITAV, donc cette communauté d'intérêt touristique des Alpes vaudoises, c'est le rapport Alpes vaudoises 2020, qui est un rapport sur l'avenir socio-économique des Alpes vaudoises à l'horizon 2020. Qu'est-ce qu'il faut refaire pour se positionner différemment et ensemble? En matière de projet fédérateur, nous avons une nouvelle corde à notre arc, c'est également la candidature de Lausanne aux Jeux Olympiques d'hiver de la jeunesse. J'aurais dû dire candidature de Lausanne aux JOJ, oui, je n'ai pas oublié le J de jeunesse, parce que les Jeux Olympiques, tout comme vous, on a essayé, on n'a pas réussi. Mais néanmoins, là aussi, on sait que toutes les épreuves de ski principalement se développeront dans les Alpes vaudoises, et c'est aussi un projet fédérateur qui est travaillé au sein de cette CITAV. Alors les résultats obtenus. D'abord, quelques chiffres. Je ne vais pas passer en revue toutes les petites puces, c'est simplement expliciter les chiffres au global. Nous travaillons actuellement à redimensionner nos grandes zones touristiques de 13 à 5, et le projet Alpes vaudoises, avec Alpes vaudoises promotion, s'est passé en gros de 3 axes de promotion touristique à 1. Donc là, à terme, on vise de 13 à 5 le redimensionnement de ces structures. En termes de structures de gestion des offices, je ne parle pas des points I, mais de gestion coordonnée des offices du tourisme. On est passé globalement à l'échelle des Alpes vaudoises de 9 à 5. Donc il y a eu une forte concentration. Et puis alors encore plus dans les sociétés de remontée mécanique, le chiffre de 13 qui est passé à 5, le chiffre de 13 date d'il y a une quinzaine d'années, parce qu'avant il y en avait encore plus que 13. Mais là aussi, l'effet du moratoire a été radical. On n'arrivait pas à mettre ensemble les sociétés de remontée mécanique. Ce n'est pas évident de fusionner, parce que souvent,
la corbeille de la mariée n'est pas tout à fait équilibrée entre les types de sociétés de remontée mécanique. Mais néanmoins, on voit qu'avec ces différentes formes, à la fois de bâtons, de carottes et de persuasion, on a obtenu, en matière de simplification des structures, quelques beaux résultats. Finalement, et ça sera ma dernière slide, je vous parle plus globalement, plus dans le détail, de cette CITAV. C'est une association à but non lucratif qui regroupe les 9 communes des Alpes vaudoises regroupées sur 2 districts. Et la mission statutaire de cette association, c'est la promotion d'une part et le développement de l'offre coordonnée, c'est à la fois la promotion et le développement de l'offre qui doit être coordonnée, du tourisme des Alpes vaudoises. Et la première des concrétisations pour arriver à ce développement de l'offre et à cette promotion conjointe, c'est notamment l'adoption en juin 2013 du rapport Alpes vaudoises 2020. C'est un rapport qui contient 6 axes stratégiques qui sont actuellement à l'examen du Conseil d'État. Ça, je vous ramène à ma considération sur le programme d'investissement relatif. Les 6 axes stratégiques sont les suivants. D'abord, 1, travailler à l'échelle de la région. C'est marqué dans un document signé par les 9 représentants politiques, les 9 municipalités sont d'accord que désormais on doit travailler à l'échelle de la région pour fixer une stratégie commune et cette stratégie ne peut pas être l'addition des stratégies de chacune des destinations. Premier axe stratégique, il est, on peut dire, réalisé actuellement. Maintenant, il faut concrétiser et pérenniser dans le temps ce succès. Deuxième axe stratégique, c'est le redimensionnement et la rationalisation de remontées mécaniques en disant il en faudra moins, mais performantes et systématiquement associées à de l'enneigement mécanique pour avoir la garantie neige. Sans garantie neige, pas d'investissement supplémentaire dans les remontées mécaniques, c'est trop risqué dans des stations de moyenne altitude. C'est le deuxième axe, rationalisation du domaine skiable. Le troisième axe, très fort, c'est la diversification touristique. Nous sommes, comme je l'ai dit, on regroupe des stations de moyenne montagne. Nous avons fait des études, notamment sur l'évolution du climat dans les Alpes vaudoises. On sait que grosso modo, sur les 25 prochaines années, 30 prochaines années, on pourra continuer de skier mutatis mutandis dans les Alpes vaudoises pour autant que nous ayons de l'enneigement mécanique en appoint. 30 ans, c'est bon, on amortit une remontée mécanique en 20 ans pour faire ça, maximum, 25 ans. Donc, il y a encore du potentiel pour investir en lien avec le réchauffement climatique. Le 5e axe, la volonté de désenclaver le territoire des Alpes vaudoises qui sont vraiment liées avec des vallées segmentées et c'est notamment renforcer les réseaux de ces stations par l'amélioration de nos petits trains. Donc c'est mettre l'accent sur l'accès de nos stations par les petits trains historiques qui sont très vieillissants et qui méritent, en tant que produit touristique en tant que tel, des trains patrimoniaux, il y a des pays c'est comme presque Disneyland, ils voudraient en avoir. C'est comme la CGN chez nous, quand on a un bateau Belle Époque, il faut les garder, c'est du patrimoine. Donc c'est utiliser ce patrimoine et renforcer l'accessibilité aux stations par ces petits trains. Ça nécessite notamment un grand projet qui devra continuer d'être mis à l'étude parce qu'il nécessite des études géologiques poussées, c'est de rallonger par exemple la station sommitale du train qui va à l'Aisin pour le tirer jusqu'à la remontée mécanique. Bah oui, figurez-vous qu'à l'époque, on avait fait la station principale de la halte de la gare, pas où la remontée mécanique est partie. C'est un petit peu bête, on pourrait aussi parler du glacier des Diablerets qui part depuis un no man's land touristique, c'est le col du Pillon. Il n'y a aucune offre touristique, mais voilà, c'est comme ça. C'est des erreurs de planification du passé. Mais travailler sur l'accessibilité par les petits trains, c'est encore un des axes. Le 5e axe, c'est l'hébergement hôtelier, touristique. Tout comme vous, le canton de Vaud a été très frappé par l'incidence de l'Alex Weber. Toutes les stations des Alpes vaudoises ont entre 60 à 70% de résidences secondaires. Je parle, M. Turati, c'est à peu près cela. Donc on est tous touchés par le moratoire sur la construction de résidences secondaires. Et puis, on a connu une hôtellerie extrêmement vieillissante, vraiment dans le canton de Vaud. Il y a une station qui s'en sort pas mal, c'est encore Villars dans l'hôtellerie, qui a encore quelques beaux hôtels, mais M. Bellin pourra en parler mieux que moi. Mais il y a encore là une offre hôtelière de circonstance. Dans les autres stations, on a plutôt
céder aux appâts immédiats de gains liés à la vente de terrain pour les résidences secondaires, peut-être qu'on s'en mord un peu les doigts désormais, puisqu'il y a énormément de lits froids, et reconstituer une offre hôtelière actuellement, sans aider ces hôtels à avoir notamment plus de fonds propres, c'est compliqué. Donc nous réfléchissons, mais là le Conseil d'État n'a pas encore tranché, mais nous réfléchissons à une aide complémentaire à celle du crédit, de la Société du Crédit Hôtelier, une offre du canton et non pas de la Confédération, pour reconstituer cette offre hôtelière. Et puis le 6e axe stratégique, qui est déjà, alors très clairement, refusé par le Conseil d'État, il l'a fait savoir, c'était le projet de montée directe du glacier de la station des Dablierets jusqu'au C Rouge. Donc on continuera encore pendant plusieurs années d'aller au glacier des Diablerets par le biais de l'infrastructure existante et non encore amortie, il faut le dire, du col du Pillon. C'était les 6 axes stratégiques, et ces 6 axes stratégiques ont été validés, signés par les différentes régions, enfin les différentes destinations touristiques des Alpes vaudoises. Et puis, c'est maintenant qu'on va voir, parce que vous aurez peut-être repéré, j'ai changé le titre de la présentation. C'était marqué « Décider le tourisme à l'échelle régionale ». Je l'ai mis « Concevoir ». D'une certaine façon, on en a maintenant à l'étape de la conception. On a conçu un projet, on a fédéré de bonne volonté. Maintenant, il faut passer à la décision politique, c'est notamment l'œuvre maintenant du Conseil d'État, et puis après à la mise en œuvre. Et objectivement, je pense que nous ne sommes qu'au quart du gué avec ce que nous avons fait. 2003-2015, on a mis une structure qui manifestement s'est dotée non seulement, je dirais, d'un programme stratégique, mais surtout d'un état d'esprit. Mais tout ceci est fragile. Si par hypothèse, la situation économique se durcit de façon extrême, dans les milieux touristiques, notamment liés au Francfort, il y a des risques d'éclatement de cette alliance à tout bout de champ. Et donc, la nécessité maintenant, c'est de transformer l'essai, c'est de concrétiser ces prémices, raison pour laquelle, et je terminerai ma présentation par également une incise que j'avais faite en introduction, c'est avec beaucoup d'humilité que je vous présente ce cas vaudois, parce qu'il y a encore beaucoup à faire, mais vous avez vu d'une certaine façon dans les structures opérationnelles, nous avons fait de fortes réductions. Et puis maintenant, il s'agit de concrétiser ce pilotage, cette gouvernance politique conjointe entre les régions et le Conseil d'État pour aller de l'avant. Et sur ce, je m'arrête en vous remerciant de votre attention et je suis bien évidemment à disposition pour répondre à vos questions.